il y a toujours le mauvais goût est toujours près du bon goût. Et que c'est justement ce qui fait l'attachement d'Italie, et que quand vous avez quelqu'un dans la rue qui va vous parler il va vous dire que c'est beau comme un Titien, ou que c'est beau comme un Caravage, ou en France, vous avez des personnes qui vont vous dire c'est beau comme un Lenain, c'est beau comme un bateau, etc. Et à côté de ça, il y a des choses très étonnantes, c'est que on parle du design italien, et les designs en Italie, il est absolument partout. Je dirais, il est dans tous les objets de la vie. Je vous donnerai quelques raisons tout à l'heure pour ça. Et qu'à la fois, il y a des choses qui sont absolument imparables. Par exemple, ce que je vous montre là, le titre, vous n'arrivez pas à le lire. Ah, si, peut-être. Ah, vous savez ce que c'est que les bomboniere? Alors, quand vous vous mariez en Italie, normalement, les mariés doivent faire un cadeau à tous les membres de la noce. Et en ce qui me concerne, je suis marié avec une femme d'origine italienne, et mes amis italiens étaient tout à fait surpris que je n'offre pas des choses. Alors les bomboniere, c'est des choses qui viennent quand même un peu du design, donc c'est des objets, il y en a plein sur les télévisions en Italie, c'est vraiment des concours de laideur, quoi. Ces genres d'objets, même nos gadgets à côté, c'est de la rigolade. Donc c'est ça aussi l'Italie. C'est vraiment... voilà. Alors par exemple, je donne cet exemple-là parce que c'est quand même le plus connu. Le Michel-Ange de David, bon, vous allez à Florence et vous allez voir donc ce Michel-Ange de David, mais vous avez aussi ça. Hein, voilà. Et que, en fait, c'est... Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est à la fois une espèce de connivence avec une certaine connaissance de l'art, et à côté de ça, c'est une manière de transformer des objets. Voilà. Et donc c'est vrai que le Michel-Ange de David, je vous ai donné cet exemple, encore ça c'est assez classe, mais si vous regardez toutes les interprétations du Michel-Ange de David, et puis aussi le côté sexuel aussi, on trouve ça partout. Si vous allez à Florence, vous en verrez beaucoup plus que des belles reproductions du Michel-Ange de David. Et alors, quand même, une des qualités de l'Italie, c'est quand même ce que vous voyez là, quoi. Hein, je veux dire, bon, ça fait aussi partie de cette histoire d'objets qui sont retransformés, c'est l'objet souvenir, c'est l'objet bricolé, etc. Alors, ça c'est la première chose sur laquelle je voulais insister. Ce côté-là, un petit peu étonnant, que quand vous allez en Italie, nous en France on va dire « Ah, j'ai du mobilier ancien, mais je mets du mobilier contemporain avec, et puis voilà, tout ça vit très bien ». Et en Italie, c'est plutôt le contraire. J'ai du mobilier un peu rustique, on va dire, hein, avec des belles portes de meubles, etc. Et puis on ajoute aussi des choses design à l'intérieur, et des fois c'est extrêmement étrange, quoi. Et il ne faut pas croire que l'Italie, même s'il y a cette habitude, l'Italie c'est quand même, je suis désolé de vous le dire, mais c'est d'abord Milan et Turin, hein, au niveau des forces économiques. C'est aussi, l'Italie, c'est aussi, c'est Rome, mais beaucoup moins. Et il y a véritablement plusieurs Italies. Il n'y a pas forcément, ce design n'est pas forcément partout. Voilà. Et alors c'est ça que je vous montre aussi. Ça c'est quand même intéressant. Ça c'est peut-être l'objet design le plus important d'Italie, parce que moi je vous parle du design, mais je vous parle de tout, hein, des stylos, des pâtes à manger, des bagnoles, voilà, c'est ce que le design c'est tout en Italie. C'est les formes d'objets en Italie, partout, vous ne le savez pas, mais par exemple la cafetière italienne, la première Bialetti, c'est 1919. Si vous allez au MoMA, vous allez voir la première cafetière italienne. Alors, j'insiste aussi sur le deuxième point, c'est que le design, il est dans le fonctionnalisme et le rationalisme. Donc, on pourra retrouver tout ça aussi, c'est-à-dire que nos amis italiens aiment les objets qui sont bien faits, mais qui sont quand même dans une certaine forme de rationalité et une certaine forme de, je dirais, d'utilité. Et que si un objet, comme moi j'ai une collection de cafetières à la maison impressionnante,
en particulier des Bialetti, c'est avec le petit bonhomme là, ça fait donc 100 ans que ça existe. La forme, si vous voyez celle qui est au MoMA et celle qui est ici, c'est à peu près la même forme, ça n'a pas changé depuis 100 ans. Hein. Donc c'est quand même vraiment intéressant. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point aussi, c'est que, comme vous le savez, l'Italie a perdu ou a gagné la guerre, la Seconde Guerre mondiale. On ne sait pas trop, dans le fond. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir la reconstruction. Et comme il va y avoir cette reconstruction, il va y avoir obligatoirement, et on va prendre deux exemples précis, la Fiat et puis Olivetti, hein, la famille Olivetti à Ivrea, et qu'il va y avoir évidemment tout un mouvement également. On va faire travailler des usines, on va faire retravailler les ouvriers. C'est l'époque entre communisme et démocratie chrétienne, donc c'est aussi très très important. Et que dans les années 50-60, on ne peut pas dissocier, je dirais, la création de ces objets, je dirais, d'une renaissance industrielle. Ça, on va le retrouver. Donc c'est vrai aussi que l'Italie, ça fonctionne bien aussi avec, je dirais, ce design fonctionne avec des gens qui fabriquent des meubles, avec des gens qui font du métal, il y a des gens qui font de la métallerie, des gens qui font de l'électricité, et vous allez trouver tout un tas de noms aussi, et ça en fait partie. Voilà. C'est d'ailleurs rigolo parce qu'en faisant ce truc tout à l'heure, là j'ai un peu simplifié, mais je cherchais des choses et puis je tombais sur Amazon ou sur Amazon et et donc sur des sites de vente, je tombais sur des choses tout à fait intéressantes qui me donnaient en fait les prix de ces œuvres. Les prix de ces objets, et certains prennent une certaine cote, même des objets que vous avez eus entre les mains. Le quatrième point aussi, c'est qu'on est en Italie du Nord, très souvent. Donc l'Italie du Nord, c'est Turin, c'est Vérone, c'est Milan, c'est Venise, c'est ça va jusqu'en Émilie-Romagne, où il y a beaucoup d'argent, et donc il y a des éditeurs. Voilà. Et que l'Italie, le nord de l'Italie, Mondadori, Einaudi, etc., c'est le pays de l'édition, mais c'est aussi, tout ce nord de l'Italie, une partie de la Suisse, une partie de l'Allemagne, c'est aussi l'édition d'objets, et donc c'est ces objets de design aussi qui vont être édités. Alors, à chaque fois, pour si ça vous intéresse, je vous mets à chaque fois l'éditeur. Je pense que j'ai pris beaucoup d'informations dans ce bouquin qui est très bien fait. Ceux qui vont à Toulouse, rue de la Bourse, hein, vous le trouverez, où on vend pas mal de livres d'art. C'est très très bien, c'est des collections du MoMA, c'est vraiment très très bien. Et puis j'ai pris ce livre aussi sur Gio Ponti, qui est aussi un grand je dirais, designer et architecte. On trouve aussi chez Taschen pas mal de bouquins qui sont bien faits. Voilà. Donc il y a aussi les éditions. Donc à chaque fois, j'ai mis les éditions. Alors on commence. Alors ça c'est le design italien autour de 1905. Alors ils sont à peu près sur les mêmes bases que nous, hein, ce qu'on appelle l'art 1900, l'art nouille, l'art autour de Macintosh par exemple en Angleterre, avec des formes rondes, avec des formes un peu baroques, avec des incrustations. Voilà ce qu'est l'art nouveau en fait en Italie, guère différent finalement d'un mobilier qu'on pourrait trouver en France avec Majorelle, avec des choses comme ça, avec des designs comme ça, sauf que peut-être il y a beaucoup plus d'incrustations, il y a beaucoup plus de décors. Hein, on trouve aussi beaucoup plus de décors dans ce mobilier-là. Ensuite va arriver la révolution futuriste. Alors, moi j'ai choisi des futuristes dont j'aime parler. Par exemple, là je vous parle de Fortunato De Pero. Fortunato De Pero, c'est à la fois un graphiste, un peintre, un sculpteur et quelqu'un qui fait également des livres. Voilà. Et donc il fait partie en fait du mouvement futuriste, mais avec une vision très rationaliste et utilitaire de son travail. Donc il fait de la publicité. Il fabrique des objets, il fait fabriquer des objets qui sont ensuite manufacturés, et on voit aussi donc comment, avec ses stylisations, il arrive à faire des formes comme ça géométriques avec ces personnages. Alors
si vous vous intéressez à Fortunato, il y a deux musées dans le nord de l'Italie. Il y a le musée de Rovereto, ça se trouve vraiment tout près du Brenner, pour ceux qui connaissent. Et Rovereto, c'est un musée qui a été fait par Mario Botta, hein, donc grand architecte, non pas italien, mais suisse. Et puis il y a aussi le musée de Trento, et donc on voit ces tapis. Alors là, ici, Fortunato de Pero, simplification des formes, épure de la forme. C'est aussi une forme de travail extrêmement simple. J'insiste sur, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, que une fois le fascisme arrivé dès 1922 en Italie, vous avez quand même tout ce mouvement futuriste, et pour une grande partie d'entre eux, vont adhérer, je dirais, sans trop de problèmes au mouvement, je dirais, fasciste. Mais le fascisme n'est pas l'hitlérisme. C'est deux choses totalement différentes, dans le sens où déjà, du point de vue de l'art, par exemple, Mussolini n'est absolument pas rentré dans ce domaine-là, et c'est pour ça que l'art futuriste, avec des gens plus ou moins engagés du reste, et dont Fortunato de Pero, ont continué à produire, à faire des objets, à faire des voitures, à faire des choses comme ça, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas du tout... on parlera de l'art dégénéré le mois prochain, enfin je crois le mois prochain. C'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas d'interdiction comme il y avait en Allemagne, hein, avec l'Entortete Kunst et les images interdites. Alors voilà une image. J'aurais pu prendre un autre peintre. C'est toujours une peinture de Fortunato de Pero. Et donc l'œuvre qui est au MoMA s'appelle Peter Campari. Voilà. Ça veut dire aussi que, évidemment, ces artistes sont quand même très très intéressés par les formules publicitaires, exactement comme pouvaient être les dadaïstes, comme pouvaient l'être également les artistes futuristes, comme pouvait l'être par exemple Kurt Schwitters. Et donc, il y a toujours aussi très intéressant ce rapport avec la lettre, avec l'objet, avec l'inscription. Donc là, on a une peinture de 26 de Fortunato de Pero, qui est une peinture entre, on va dire, cubisme et futurisme, avec une fractalisation des formes, mais on voit très bien apparaître, on le voit aussi dans les œuvres anciennes de Magnelli, Alberto Magnelli, on voit apparaître des panneaux de publicité. Il est bien évident que le design et la publicité sont vraiment très très proches, et particulièrement en Italie, particulièrement en Suisse, hein, et je présenterai très peu de ces publicités, mais en général, il y a une chose aussi qui est très intéressante en Italie, c'est que quelqu'un qui fait du design peut être architecte, peintre, à côté, photographe, il peut avoir plein de casquettes différentes. Je vous donnerai le cas de Enzo Mari, je vous donnerai le cas également de Gio Ponti, hein, même de Sotsas. Donc c'est intéressant de comprendre cela. Alors, ça, c'est peut-être une des premières œuvres véritablement de design italien. Alors c'est ça qui est aussi intéressant, c'est parce que vous avez une œuvre qui existe, elle est éditée, parfois elle n'est pas éditée, parfois elle est reprise, et supposez qu'elle soit éditée, vous retrouvez ces formes-là, soit par l'éditeur, qui est Fontana, soit par un autre éditeur. Ces tables en verre qui sont donc thermoformées, transparentes, vous voyez, c'est 1932. Donc c'est quand même impressionnant, hein. Personne n'imagine cette chose-là. Donc il faut imaginer que dans un intérieur, ça peut frayer avec un intérieur beaucoup plus traditionnel. Voilà, c'est Pietro Chiesa. Alors une voiture aussi absolument fabuleuse. Alors maintenant on est vraiment dans l'après-guerre. Giugiaro, Pininfarina, j'en oublie plein d'autres. Bertone, etc. Ce sont des gens qui sont aussi des designers. Et les Italiens considèrent que vraiment la mère des autos, c'est la Sisitalia. Voilà. Donc c'est cette Sisitalia qui a été faite donc en 1946, qui a déjà de cette couleur rouge, qui a des formes vraiment très très rondes. 46, 10 ans plus tard, on est sur la Cinquecento. Hein. Donc il faut comprendre que les Italiens, c'est aussi les carrossiers. Là, j'ai pas mis tous les détails, mais ça, c'est une œuvre qui appartient également au MoMA. La plupart des images là, proviennent du MoMA. C'est vraiment, je dirais, une voiture comme une œuvre d'art.
c'est pas évident d'en voir des 6 italiens. Par contre, je vous encourage à un endroit où vous pouvez aller, où c'est formidable pour voir des voitures italiennes anciennes, c'est le musée de Turin. Hein. Le musée de Turin, qui possède en particulier cette voiture. Mais à la même période, il y a les Lancia, il y a toutes ces formes avec... Alors Pininfarina s'appelle Battista Pininfarina. Voilà, c'est un nom inventé. Et après, c'est comme Bertone, Giugiaro, c'est des carrossiers qui vont faire d'abord des carrosseries pour les voitures italiennes, pour une qualité, et après vont travailler pour des marques françaises. Voilà. Et je pense que véritablement, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils conduisent une Bertone, par exemple. Hein. Je veux dire, voilà. Bertone, c'est pas uniquement les voitures de course, c'est aussi une petite auto Bianchi. Voilà. Ça, c'est aussi cette qualité italienne de savoir mettre de la qualité, de la beauté dans les objets de la vie. Hein. Parce que c'est une chose pour les Italiens, c'est quelque chose qui coule de source. Alors, une grande fabrique, les deux grandes véritablement manufactures italiennes de l'après-guerre, qui grandissent en fait avec la démocratie chrétienne et puis qui grandissent aussi avec le retour à l'emploi, etc. C'est par exemple Olivetti. Donc Olivetti fait des machines à calculer pour commencer, hein, parce que c'est une très vieille maison, Olivetti. C'est Ivrea. Ivrea, ça se trouve un peu au nord de Turin. Et puis, très rapidement, la famille Olivetti va décider de travailler avec des graphistes, de travailler également avec des gens sur leurs propres objets. Alors, voilà, par exemple, vous avez ici une publicité pour Olivetti, Giovanni Pintori, Olivetti, donc c'est une lithographie offset, donc c'est une affiche, vous pouvez peut-être la trouver sur Internet. Et donc, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est déjà le logotype d'Olivetti, extrêmement simple, et puis tous ces chiffres qui sont comme apparaissant un petit peu comme des clignotants, comme des lumières, qui font référence en fait à la première vocation d'Olivetti, qui est de faire des machines à calculer. Voilà, alors voilà, par exemple celle-ci, si vous la trouvez, moi j'ai la chance d'en avoir une. Et alors, traînez un petit peu dans les brocantes, parce que ça n'intéresse plus personne, les machines à écrire. Ça, c'est la Lettera 22, voilà. Alors, il y a les couleurs, il y a du rose, il y a du olive, il y a du jaune, c'est en référence avec ces couleurs-là. Hein. Et voilà, des machines à écrire qui sont reconfigurées, recarrossées par tout simplement des designers. Voilà. Donc ça, avec un peu de chance, vous pouvez les trouver, ces modèles-là, on peut les trouver dans des brocantes. Mais par contre, c'est intéressant quand vous avez la housse qui va avec, parce que la housse est profilée aussi, c'est une manière d'avoir un bel objet, plutôt que d'avoir une machine à écrire Remington, vous savez, ces machines à écrire très laides qu'on a trouvées encore dans les administrations il y a 40 ou 50 ans. Les Italiens sont plus là-dessus. Alors, un de mes dieux, entre guillemets, c'est Gio Ponti. Alors, Gio Ponti, il est de Milan. Hein. C'est à la fois un architecte, un écrivain. C'est à la fois un architecte, un écrivain, un dessinateur. C'est aussi un designer, quelqu'un qui fait du meuble. Voilà. Et Gio Ponti, il va faire... alors, je pense que c'est une leggera, donc une légère. Hein. Donc, il revient aussi, comme le font un certain nombre de designers, je pense en Scandinavie, hein, qui continuent à utiliser le matériau très simple, le bois et l'osier. Voilà. Et la qualité de cette chaise de Gio Ponti, c'est qu'elle est très légère, comme son terme l'indique. Elle est modulaire, c'est-à-dire qu'on peut les ranger assez facilement. Et si vous regardez, par exemple, dans les éditions, si vous tapez chez Cassina, par exemple, vous avez un petit film qui vous montre avec quelle facilité, alors je parle pour les bélistes, hein, Jean-Marie, avec quelle facilité l'ouvrier, aussi par la simplification, arrive à monter cette chaise vraiment très simplement. Alors il y a la leggera et il y a la super leggera. Hein. Et après, il y a
tout un tas de... Après, il y a absolument tout un tas de différences entre ces chaises-là. Voilà. Voilà Gio Ponti. Voilà une œuvre aussi assez fantastique, c'est le fauteuil Round de 1956. Donc là, il y a des nouveaux matériaux. Il y a d'abord du métal qui est un métal qui est chauffé et qui donc est incurvé. Il faut savoir que ça tient en les quatre pieds qui se vissent. Donc vous démontez les quatre pieds. Il y a les deux éléments donc semi-circulaires avec donc les éléments qui permettent de tenir le dossier. Donc ça se démonte extrêmement facilement. Et on commence à utiliser des nouveaux matériaux, je dirais des tissus, des couleurs, des choses extrêmement simples. On commence à utiliser aussi des rembourrages très particuliers. Donc c'est vrai que Ponti, en tant qu'architecte, il réfléchit à l'immobilier complètement modulaire. Maintenant, on revient en fait un peu à ces formes-là, parce que pendant très très longtemps, on ignorait un peu ces mobiliers des années 50, mais ce sont des formes vraiment très pures et vraiment très belles. Voilà, Ponti, c'est lui qui a fait, c'est pas l'immeuble Pirelli, c'est le Grattacielo, hein, c'est le gratte-ciel Pirelli de 54-56. Qui est donc ce grand immeuble qui se trouve donc à Milan, qui a une histoire particulière. C'est dans cet immeuble, si vous vous souvenez bien, il y a une quinzaine d'années qu'un petit avion s'est encastré. Un petit avion de tourisme. On en avait parlé, je dirais il y a une quinzaine d'années. Oui, il est resté accroché. Je crois qu'il n'y a pas eu de mort, hein, il n'y a pas eu de... voilà. Donc c'est... Et alors, je vous invite... Ouais, c'est ça. Et alors je vous invite quand même aussi, alors il y a un endroit aussi merveilleux, si vous voulez voir de la belle architecture des années 50 et 60, c'est d'aller à Milan. Parce qu'à Milan, il y en a partout, hein, et pas uniquement dans le Tour de Milan. Hein. C'est vraiment un répertoire de l'architecture des années 50 et 60. Et à Milan aussi, il y a un endroit qui est absolument merveilleux, il faut aller voir la Triennale, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il y a tous ces salons qui permettent de faire connaître le meuble italien. Et Jean-Marie, tu me détourneras si je dis des bêtises, quand on s'intéresse au meuble, on va régulièrement voir ce qui se passe à la Triennale à Milan. Hein. C'est quand même, ça reste encore le lieu du meuble. Et un truc formidable aussi que je ne peux pas m'empêcher de vous le montrer, c'est Gio Ponti et un autre, je crois qu'il s'appelle Lucatelli, je crois, et j'ai Lugarelli, je crois. C'est une saucière, voilà, Christophe de 56, faite par Gio Ponti. Alors on connaît les couverts, un certain nombre de gens ont fait des couverts, mais Gio Ponti, dès les années 40, fait des superbes couverts, soit en argent, soit en acier. Ça, c'est le procédé Christophe, donc c'est un procédé donc de... je connais que ça. Quand... Anion plus, anion... Anodisé. Oui, mais j'ai... Anodisé. Électrolyse. Voilà. C'est le procédé d'électrolyse, et vous voyez un petit peu qu'ils se privent absolument de rien, tous ces architectes. Donc il y a des services de table absolument fabuleux qui sont faits autour de Gio Ponti, que je ne pourrais pas me payer du reste, pour vous montrer aussi qu'ils s'intéressent à tout ce qui se passe dans la maison. Hein. Il n'y a pas que le Bauhaus en Italie, ils y pensent. Et c'est tellement vrai que, par exemple, Gio Ponti est un des collaborateurs. Alors, il y a Domus, qui est quand même cette revue de design qui existe, je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, c'est la grande revue de design qui existe dès les années 20, en fait, en Italie. Donc là, il y a l'illustration de Gio Ponti, donc qui montre, en fait, comment on peut habiter une maison, mais il y a aussi... Domus, Abitare, il y a tout un tas de revues italiennes fantastiques dans les années 40, 50 qui donnent un peu le là au niveau de la qualité du design, de ce qu'on doit avoir dans les maisons bourgeoises. Voilà. Moi je mets toujours ça aussi en rapport avec les films, je sais pas, moi je pense aux films des années 60 de Pasolini. Quand vous rentrez dans ces intérieurs, vous avez toutes ces choses-là, tous ces objets que je vous montre ici. Voilà, alors là, par exemple, ça c'est Ezio Pirelli, ventilateur électrique, 1953, voilà.
Vous imaginez déjà la qualité du design, avec à la fois le petit moteur qui est chromé, hein, avec les pales du ventilateur, qui est fait par un monsieur qui s'appelle Ezio Pirali, qui à l'origine, lui, est plutôt électricien. Et il va fabriquer ce ventilateur, qui est quand même d'une forme vraiment extrêmement étonnante. Et puis après, ben, finalement, il va transformer un petit peu son entreprise. Ça va devenir les éditions 0 Watt. Il vit encore, ce monsieur, et qui fait maintenant ce ventilateur design. Voilà. Vous pouvez vous acheter un ventilateur à 30 € au bricomarché, vous pouvez vous acheter cette chose-là. Voilà. C'est encore produit. Hein. Alors, parmi les grands designers, il y a évidemment Achille Castiglioni. Alors, à chaque fois que vous allez voir ces choses-là, vous dites, mais bien sûr, je la connais. Mais attention, parfois, vous la connaissez, parfois, c'est une copie de ces lampes. Alors, l'intérêt de cette lampe Tubino, c'est que déjà, vous avez une partie qui est presque mobile, en fait, si vous voulez. C'est la partie triangulée qui est noire à gauche. On utilise à la fois des matériaux plastiques, du polyuréthane, c'est pas le cas ici, mais vous allez voir tous ces matériaux vont rentrer dans la composition de ces objets, et ensuite on va utiliser de l'acier, de la tôle, parce que c'est aussi, comme je vous l'ai dit, d'un point de vue industriel, c'est aussi intéressant de montrer que cette tôle, elle peut être, je dirais, un matériau noble. Voilà. Donc imaginez-vous que ces lampes-là que vous voyez dans les bureaux en 2015, eh bien vous les voyez bien entendu dès 1951. Donc il montrait un petit peu la grande modernité de ces gens-là. Alors après, évidemment, ils font des objets, après ils se mettent d'accord avec des éditeurs et qui vont éditer leurs objets. Et après les éditeurs vont aller à la recherche, bien entendu, de nouveaux graphistes, et c'est comme ça que ça va fonctionner, et que ça fonctionne toujours comme ça. Alors ça aussi, c'est une pièce exceptionnelle. C'est Roberto Sambonette. Alors c'est la Sambonette SARL. Donc Sambonette, c'est comme chez nous, par exemple, le Creusot. Non, c'est... Oui, le Creusot. Le Creusot qui fait des choses en fonte. Sauf que les Sambonnettes, ils font depuis très très longtemps des choses comme ça pour des plats, des choses comme ça, et qu'ils fabriquent du matériel de cuisine, hein, et puis que finalement il finit par faire cette poissonnière qui est en acier inoxydable, donc déjà des matériaux qui sont à la fois très nobles, et très simples et très, très beaux, et qui ça s'ouvre et c'est dedans donc qu'on met le poisson. Voilà. Donc c'est vraiment... Dans la vie quotidienne, les plus beaux objets, ça ressemble à une navette. Maintenant, j'ai pas mis de pièces de cet éditeur, moi je trouve que c'est quand même moins bien et moins original. Alessi, par exemple, depuis 25 ans, fait aussi des très beaux objets comme ça, qui sont des objets de la maison. Donc ça s'ouvre, j'ai pas la version qui s'ouvre, mais il faut s'imaginer que ça s'ouvre, un peu comme une sorte de moule. Hein. C'est vraiment très beau. Et on ose utiliser de l'acier en 54, et donc on abandonne... je dirais, le décor, c'est aussi le rationalisme, hein, c'est une manière de se simplifier, de simplifier les formes, de simplifier l'utilisation. Alors là, évidemment, alors j'avais mieux quand même, mais bon, il fallait un peu rigoler quand même. Je pense qu'on le connaît, celui qui... C'est pas Grégory Peck? Voilà. Et derrière, on voit la machine à écrire, je crois. Hein, on voit la machine à écrire. Alors si vous allez à Turin, il y a un endroit merveilleux que vous pouvez visiter quand même, c'est le Lingotto. Alors, le Lingotto, c'est Pirelli qui a fait le Lingotto. C'est un bâtiment qui ressemble un petit peu à Fort Boyard, mais en plus allongé comme ça, et à l'extérieur de la ville. Et c'est sur ce Lingotto qui est en hauteur qu'on fait tourner les bagnoles sur cet anneau, ça fait à peu près 1 km, dans le centre-ville. C'est aussi un bel objet de design. Hein, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je pense que de toute façon, les Italiens ont quelque chose à voir avec le design quand on parle des motos, de la Vespa. Donc la Vespa, c'est la Guêpe, et donc la plus connue, c'est la GS 150. Voilà. Et donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je ne suis pas un spécialiste de Vespa, mais il y a des Vespa absolument merveilleuses qui sont maintenant très recherchées, et la Vespa, c'est 1955.
exactement comme Dante Giacosa, hein, voilà. Alors, à droite, c'est la Topolino. Topolino, ça veut dire quoi, Topolino? Mickey. Ouais, petite souris. Hein. Donc la Topolino, c'est l'avant-guerre. Fiat, c'est vraiment aussi le lieu de la démocratie, enfin de l'usine, si vous voulez, avec des organismes sociaux, etc., qui fait la voiture du peuple. C'est la Topolino qu'on voit à droite. Et Dante Giacosa, c'est lui qui va refaire la nouvelle Fiat 500, voilà, avec cette forme ronde, et c'est 1957 la Fiat 500, donc très ronde. Et c'est étonnant de voir d'ailleurs que même dans le design des voitures, on essaye toujours de revenir. Moi j'ai vu il n'y a pas longtemps, je trouve ça totalement ridicule, parce qu'on ne refait pas l'histoire. Moi je trouve qu'une Mini, c'est beaucoup plus beau que les nouvelles Mini là, qui ressemblent à des tanks. La Mini, il fallait se plier pour rentrer dedans. Et la Topolino, c'était ça. Ou même c'est Gugliaro, je crois, qui a fait la 126, la Panda. Qui a fait la Panda. La Panda aussi, si vous allez dans les premières Pandas, c'est vraiment un exemple de rationalisme à l'intérieur. Les espaces, le volant, les commandes, la manière dont vous faites glisser, par exemple, le vide-poche, par exemple, c'est d'une modernité absolue. Le seul truc qui était un peu emmerdant sur la Panda, c'était, ça disait, la Panda, c'est la pêche sans les noyaux. Je disais, c'était la pêche avec les noyaux, parce qu'on était quand même un peu dans les deux chevaux, un peu mal suspendus. Mais je veux dire, c'est quand même fantastique de voir que le créateur, qui ne fait pas que ça, pose à côté de cette Fiat 500 qu'on aimerait tous avoir. Voilà. Bruno Munari. Alors Bruno Munari, c'est aussi une personnalité très très importante en Italie. D'abord Bruno Munari, la plupart des Italiens le connaissent, et les enfants italiens, et les enfants qui ne sont plus des enfants italiens, parce que Munari est mort maintenant, il y a maintenant une quinzaine d'années. Il a fait beaucoup de livres pour enfants, Bruno Munari. Et vous tapez, d'ailleurs beaucoup de bouquins de Munari sont des bouquins qui sont faits sur les matières, sur les formes, sur les couleurs, voilà. Et ce Bruno Munari a fait ce livre illisible. Donc ce livre illisible, c'est un livre qui est fait uniquement avec des formes, sans aucun texte, sans rien du tout. Voilà. Donc Munari fait des livres. Il a fait beaucoup de livres pour les enfants. Il a écrit aussi un livre qui est le dictionnaire, on peut le trouver très facilement traduit en français, qui est le dictionnaire du design. C'est très intéressant. On voit aussi comment il travaille avec des formes extrêmement simples et qu'il en fait un répertoire, il en fait un alphabet. Et il fait aussi des choses comme ça, je trouve fabuleux. Voilà, ça c'est Habitacolo, donc c'est un habitacle, donc vous vivez dedans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous mettez ça dans une chambre, donc il y a le lit, il y a le bureau, il y a la lampe, il y a un peu d'espace de rangement. Moi, quand j'étais gamin, j'adorais Alexandre le Bienheureux. Vous vous souvenez d'Alexandre le Bienheureux, où on tire des trucs, et puis je trouve que ce sont des formes aussi très intéressantes, qui sont très inspirées bien sûr par l'esthétique industrielle, mais ça on va le revoir encore. Donc on n'a pas honte de l'industrie, on n'a pas honte de montrer du métal, on n'a pas honte de montrer de l'acier inoxydable. Les sculpteurs, au même moment, je dirais, dans l'Europe entière, utilisent aussi des matériaux, je sais pas, moi, Carl André aux États-Unis, en France par exemple, Claude Viseux, sont des gens qui utilisent des matériaux comme de l'inox, qui vont même récupérer, pourquoi pas, des éléments qui servent à faire des avions, qui servent à faire des bateaux. Ah, j'aurais pu mettre aussi dans le design, j'aurais pu mettre ce superbe bateau en tech, vous savez, qui a encore fait le Riva. Tout le monde rêve d'avoir un Riva. Alors d'occasion, vous pouvez en avoir un pour 25 000 € à peu près. Hein, voilà. Alors, je trouve que Munari, c'est génial parce que c'est super rationnel, super bien organisé. Après, on imagine aussi comment on peut mettre ça dans... Ça, vous connaissez ça aussi, très connu. Très imité aussi, c'est édité chez Zanota, pouvez-vous l'acheter. Donc vous voyez comment on peut faire un objet avec de la récupération. Et qui plus est, vous avez du bois, donc un bois tourné, donc là on est vraiment dans la tradition. Vous avez du métal, donc c'est le forgeron, mais ce métal il est étiré et je pense qu'il est inoxé, en tout cas il a cette qualité. Ensuite vous avez un papillon comme pour un vélo, et puis vous avez un siège de tracteur. Voilà. Et ça fait
ce siège Mesadro, qui est extrêmement connu, qui continue à être édité. Et c'est aussi intéressant de voir que justement les Italiens, après quand on va arriver vers Sottsache, la région comme ça, c'est beaucoup de récupération, beaucoup de formes aussi extrêmement étranges qu'on n'a pas peur d'utiliser. Si on regarde cette œuvre-là, par exemple, et qu'on met ça en rapport, par exemple, avec le minimalisme, mais puisqu'on est en Italie, avec, par exemple, l'Arte Povera, on est vraiment dans un accompagnement, je dirais, d'œuvres qui sont dans les musées. Mais si on veut, les œuvres sont dans les musées, mais dans les accueils des musées, c'est des mobiliers comme cela, c'est des lampes comme cela, et il y a une très très grande logique qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de musées contemporains ou modernes en Italie. Alors ça, évidemment, alors après, ce sont les nouvelles technologies. Alors c'est du PVC. Donc 1967, j'accompagnais mon père et on allait aux stations Fina. Et quand on avait plein de bombes ou je sais pas quoi, on avait un dinghy Fina où on avait un dinghy où on avait une bouée. Donc c'est le PVC qui est utilisé. Donc c'est le meuble qui est vendu tout plat et que vous gonflez. Voilà. Alors ils sont trois parce que on n'a pas mis tous les noms. C'est Jonathan De Passe qui est décédé, Donato d'Urbino et Paolo Lormazzi, voilà, qui ont fait cette chose-là. Et ça fait partie des nouvelles structures d'ameublement, avec les nouvelles technologies, les nouvelles matières plastiques, avec aussi des nouvelles couleurs, puisqu'on est dans la période pop. Hein. On est dans une période où on utilise des couleurs qui sont vraiment très très différentes de ce qu'on utilisait autrefois. Et on a ces objets qui sont des objets absolument fascinants. Alors ça, c'est une lampe extrêmement connue. Alors c'est pareil, c'est toujours c'est Floss qui le fait, donc on peut encore trouver ces lampes. Lampadaire Arco. Donc le lampadaire Arco, ben, c'est une tige de métal, toute simple. C'est que de l'acier, et de l'acier poli hein, pour la lampe. En sachant qu'à cette époque-là, il y a aussi quand même une réflexion sur la lumière, parce qu'à cette époque-là, on n'est pas encore très fort sur la lumière. Évidemment, on ne connaît pas les LED. On connaît pas encore on n'est pas très bon sur le fluo, par exemple, pas encore. Donc c'est aussi souvent de la lumière filamentaire, la bonne vieille ampoule filamentaire, mais vous avez des grilles qui permettent de casser la lumière, de l'adoucir ou même de la présenter d'une manière ou d'une autre. Alors vous avez l'arc qui se présente, et là vous avez du marbre, voilà. Et donc si vous réfléchissez, on est en 62, à cette époque-là, c'est les premiers artistes d'Arte Povera, comme Paolini, comme comment il s'appelle, Giuseppe Pennone, qui travaille sur les pierres, hein, ou même Piero Gilardi. Donc c'est certainement pas un hasard s'il y a ce marbre qui est là. Mais le marbre, c'est aussi finalement une espèce de classicisme italien, je dirais de la typologie de l'architecture italienne, la modénature, qu'on retrouve aussi dans ce type de lampe. Alors là, celui-là, je l'adore. Voilà. Donc c'est le seul pour lequel vous aurez un portrait. Dans l'autre, il y avait des portraits de Gio Ponti, d'Enzo Mari, etc. Joe Colombo, il est pour moi, il est italo-argentin. Né en 31, mort en 70, donc il n'a pas vécu très longtemps. Un très très grand designer. Donc il y a ce côté Fidel Castro avec le cigare, les mocassins, le siège, un des sièges qu'il fait. Donc dans les années 60, on est dans l'amour, on est dans l'enveloppant, on est dans le cocon, hein, et le siège est un cocon. Si on va par exemple, sur le domaine allemand par exemple, et qu'on voit par exemple le mobilier par exemple de Werner Pantone, on est dans l'enveloppant. Mais chez Colombo, il y a une espèce de forme de folie assez incroyable, et des formes qui sont des répertoires où il ose tout, quoi. Par exemple, Joe Colombo, la lampe Acrylica de 62, c'est une lampe qui est en acrylique. Donc l'acrylique, si vous voulez, c'est une forme de verre synthétique. oui, c'est un plastique, mais il y a de l'acier aussi. Et la lumière,
elle passe aussi par la matière, par cette matière-là. Et donc voilà, une des lampes de bureau de Joe Colombo. Alors ça, j'ai toujours rêvé d'en avoir. Ça, c'est facile à voir. Vous pouvez acheter ça chez Cartel, c'est toujours édité. C'est la première chaise faite depuis 67 qui a été faite entièrement et d'un seul tenant en inclusion plastique. Voilà. Et c'est une chaise de toutes les couleurs, donc universelle et empilable. Voilà. Donc évidemment, beaucoup imité. Voilà. C'est une sorte de Duplo. Et c'est Joe Colombo qui l'a fait. Voilà. Donc ça coûte à peu près, je crois, 300 € chez Cartel. Et vous avez toutes les couleurs, le jaune, le rouge, le vert, toutes les couleurs primaires, qui sont vraiment les couleurs de l'époque. Hein. Et celui-là que j'adore aussi, c'est peut-être le plus connu de Joe Colombo, c'est la chaise tube. Alors là, vous avez du tissu, vous avez des formes également qui sont faites avec je ne sais pas si je dis pas du polyuréthane, du polypropylène, des choses comme ça, et c'est un mélange de 3 chimies différentes. Et donc en fait, la chaise tube, c'est facile à comprendre, elle est souple et puis vous pouvez vous coucher dessus et ça épousera la jeune fille, elle va se coucher là et ça va épouser les formes de votre corps et vous aurez même, pourquoi pas, là vous avez à gauche, et pour les filles aussi, hein. Et donc là vous avez la tête, là vous avez l'oreiller, et puis donc il y a le corps qui se met là, et puis il y a aussi cette forme que les jambes, voilà. Alors ça aussi c'est très bien, alors il a fait beaucoup de choses, Bonetto. Alors Bonetto, lui, c'est un designer qui travaille beaucoup sur les produits de la vie quotidienne. Voilà. Alors par exemple, il a fait ce réveil Spheric Clock, c'est son nom, c'est un S majuscule, Spheric Clock. Donc il est de forme ronde, il n'y a que du plastique, il y a des piles dedans, et c'est fait par Borletti. Donc Borletti, il fabrique du matériel électrique, et Veglia. Et Veglia, c'est tout le matériel d'horlogerie. Voilà. Donc ces choses-là, par exemple, par curiosité, j'ai regardé, d'abord c'est des formes qui sont très belles. Alors, il a fait toute une gamme en fait de réveils comme ça, avec ces formes rondes, futuristes, je trouve que c'est vraiment très beau. Ce réveil-là, on peut le trouver, mais il faut compter maintenant pour en acheter un à l'époque 300 €. Voilà. C'est vraiment une très belle forme. Alors nous en France, on n'a pas vraiment d'équivalent, sauf dans les années 60-70, mais ça va précipiter leur chute parce qu'à l'époque les gens ne s'intéressent plus au réveil et qu'on commence à travailler avec des réveils à transistors, jazz. Je suis un grand collectionneur de jazz, sachez que j'en ai à peu près 100 à la maison. Et jazz commence à faire des choses en matière plastique avec soit des choses électriques qui font passer les jours comme ça. Il y a des choses absolument merveilleuses. Jazz, c'est la réponse en 1919 des Français aux Allemands. Vous savez qu'on disait que pendant la Seconde Guerre, pour la Première Guerre mondiale, les Allemands violaient les femmes, coupaient les têtes aux enfants et volaient les pendules. Hein, et que nous, en France, à Besançon, etc., il y avait des choses qui avaient été plus ou moins laissées. On a essayé de prouver qu'on était capable de faire aussi des belles pendules et de faire des beaux réveils. Et c'est comme ça que Jazz est né. Voilà, Jazz est né en 1919. Ben, c'est un autre sujet. Voilà, alors une chaise aussi qui est très belle aussi, c'est un fauteuil Malaina, donc vous voyez qu'il est moulé d'un seul tenant, c'est une feuille de plastique qui a été moulée donc avec des pigments, avec une épaisseur. Alors c'est vrai qu'on utilise du Kevlar, on utilise du Kevlar, on utilise de la fibre de verre, on utilise de la matière plastique sous toutes ses formes, et c'est vrai que bon, je veux dire, au même moment que les meubles évoluent, je dirais les poubelles en plastique, comme Plastic Omnium évoluent, ça vient d'Allemagne. Et en France aussi, on thermoforme des fauteuils, des choses comme ça, et il y a celui-là, c'est toujours le même graphiste, Rodolfo Bonetto, c'est vraiment des formes extrêmement simples, encore très, très raffinées. Ça c'est ultra connu. Donc là c'est un groupement d'architectes. Donc, Gruppo Architetti Urbanisti Città Nuova, la lampe de bureau Nesso. Donc ça, c'est édité toujours chez Artemide. Il faut savoir aussi qu'il y a eu des éditions, après ça a été abandonné. Il fut un temps, on pouvait trouver
des chaises comme ça ou du matériel il y a 15-20 ans qui étaient bradées dans des ventes publiques. Et donc, ce qui est intéressant dans cette forme-là, c'est la résine polyester et la fibre de verre qui permettent de sculpter en quelque sorte la forme. La simplification, c'est une forme de champignon. Voilà, c'est extrêmement osé, c'est des couleurs extrêmement osées, comme des verts, des oranges. C'est tout à fait volontaire si on a pris cette couleur orange, qui est vraiment je dirais l'apanage de la maison Artémide, hein, parce que Artémide ça existe toujours, il y a encore pas mal d'éditions de lampes, voilà. Alors maintenant ils reviennent, ils laissent un peu le plastique, ils reviennent métal plastique maintenant, ou métal, plastique et verre. Voilà. Alors ça aussi c'est un objet magique. Alors c'est du pur design. Hein. Timor d'Enzo Mari. Donc Timor, je pense que c'est lié à l'île de Timor. Et c'est un semainier, tout simplement. Hein. Mais c'est un calendrier perpétuel. Voilà. Donc vous avez la forme en plastique ou en bois à gauche, et puis ensuite vous avez cet éventail avec tous les jours, et donc tous les jours vous changez les choses. Voilà. Enzo Mari, il vient également du monde du livre, il vient du monde du meuble, et il passe de l'un à l'autre, mais avec quand même des matériaux qui sont des matériaux, voilà un portrait d'Enzo Mari, ça je pense ça date d'une quinzaine d'années, il est encore vivant, il est né je crois en 31. C'est un des derniers, hein, parce que Sottsass est décédé maintenant il y a en 2007. Donc il fait des choses aussi avec des matériaux récupérables qui sont entre expérimentation, c'est de l'IKEA, chouette quoi. Je veux dire, c'est entre l'expérimentation et puis l'histoire de l'art aussi, parce que on pense aussi aux premières chaises à l'époque, à l'époque du néoplasticisme, par exemple, les premières chaises, voilà. Et donc lui considère que ces meubles-là, il peut les faire, chacun peut les faire et peut les monter. Il y a des photos de lui où on le voit en train de monter ses sièges. Voilà. Et Enzo Mari, c'est lui qui a fait ce livre merveilleux. Alors moi je ne l'ai pas en italien, mais ça c'est La pomme et le papillon. Donc ça c'est réédité, je crois, c'est sorti en 68. Donc comment dire, la pomme, la farfalle, c'est le papillon. En tout cas, c'est un ouvrage que tous les enfants italiens ont eu entre les mains. Voilà. Et c'est réédité d'ailleurs, je pense, à l'école des loisirs. Et c'est aussi intéressant de voir que cette simplicité dans la forme, parce qu'en fait, c'est un livre sans texte, avec cette forme de pomme qui va se développer sur le pommier, qui va tomber, qui va redonner d'autres formes. C'est exactement ces formes globulaires qu'on retrouve dans le design des années 60 et 70, entre autres en Italie. Alors ça, tout le monde en a eu. Je l'ai retrouvé, ça, parce que c'est assez rigolo. C'est Pieretti. Alors là, tout le monde a oublié que ces sièges-là, il y en avait dans toutes les salles des fêtes. Alors, l'intérêt, c'est que c'est de l'acier chromé, donc c'est très facile à construire. Ces deux coques, elles sont empilables, donc c'est très pratique. On peut en mettre partout le long des murs ou les ranger dans des KGB. Et à la fois, on peut, le plastique qui est fumé ici, c'est une sorte de, ça peut être mis exactement dans toutes les couleurs, ça peut être décliné absolument dans toutes les couleurs. Voilà. Alors ça c'est très rare. Alors ça, je ne sais pas, si vous trouvez, vous me faites signe. Mais ça, c'est la machine à écrire Valentina. C'est toujours Olivetti. Alors là, ils se sont appuyés sur deux designers, Ettore Sottsass et Perry King. Et vous voyez aussi, je ne me souviens plus trop des commandes de la machine à écrire, mais vous voyez que la mâchoire qui est devant, c'est pas le bord de la machine à écrire, mais ça sert à faire des espaces. Et voilà. Alors, on l'a de toutes les couleurs, mais elle est surtout connue en tant que rouge. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a la mallette qui va avec, et une mallette moulée, c'est une pure merveille. Gaetano Pesce, qui est décédé aussi il n'y a pas très longtemps. Donc là, c'est les nouveaux matériaux, polyuréthane injecté et tissu stretch. Donc il faut savoir que ces chaises up, on pouvait les avoir aussi complètement dégonflées
et ensuite on glissait dedans du polyuréthane et on la mettait dans la forme qu'on voulait, voilà, de la mousse de polyuréthane. Et le tissu stretch, c'est le tissu qui est dessus. Donc la chaise Up, c'est aussi un modèle extrêmement connu, donc sur toutes ces formes rondes, un peu, si je peux me permettre, un peu babacool, quoi, un peu hippie, qu'on retrouve, je dirais, très très fort dans le design, je dirais dans la décoration, dans les affiches. Regardez les pochettes de disques à la même période. Alors ça aussi c'est pour le... Ça aussi c'est une œuvre de péché qui est extrêmement connue. Moi j'en ai pas vu beaucoup chez les gens. C'est le lampadaire Moloch. Donc je pense que le nom du lampadaire, il indique tout, quoi. C'est un lampadaire qui est vraiment très très grand et qui est fait tout en métal et qui est complètement orientable. La bambolée. Alors, je ne sais plus trop ce que ça veut dire la bambola. Quelqu'un sait? Alors c'est des formes rondes. Alors je voulais vous trouver une publicité avec une jolie minette qui était à l'intérieur. Il y en avait beaucoup, mais je n'ai pas retrouvé celle que je recherchais, quoi. Donc c'est aussi, comment dire, des meubles un peu désordonnés qu'on met un petit peu dans le sens qu'on veut, dans lequel on peut se coller et qu'on peut déformer avec son corps, voilà. Et donc Bellini, il a fait le bambolé, et le bambolé, c'est soit sous la forme d'un fauteuil, soit sous la forme d'un canapé, avec du tissu, et à l'intérieur tout un tas de billes qui permettent de transformer le fauteuil comme on veut. Alors comme je parle de Sottsass, je ne pouvais pas ne pas parler de l'expérience Memphis. Memphis, c'est une expérience de mobilier avec entre autres Ettore Sottsass, et donc une des plus connues, c'est la bibliothèque Carlton. Donc ce qui est intéressant, c'est là, alors là c'est vraiment le retour au futurisme. Vous vous souvenez des premières images que je vous ai montrées de Fortunato De Pero, avec des couleurs qui n'ont pas peur de se montrer, comme des rouges vifs, comme des jaunes, comme des verts. Et puis on a aussi l'idée d'un mobilier qui n'est pas un mobilier complètement rationaliste. Là on est sorti du rationalisme pour revenir à quelque chose de beaucoup plus baroque, où l'objet lui-même est comme une sculpture, tout simplement. Donc, et on réutilise du bois aussi. Voilà. Donc Memphis, c'est aussi une expérience autour des années 80, extrêmement intéressante. Dont Sottsass, il n'a pas fait que ça, était un des protagonistes. Voilà, alors on arrive là, on va s'arrêter vraiment à la fin des années 80-90, et là on arrive à l'immobilier qui est complètement, un mobilier qui est complètement déstructuré. Donc Péché s'amuse beaucoup à... Non, il n'est pas mort, je pensais qu'il était mort, ouais, j'ai dit une bêtise. Il s'intéresse évidemment à toutes ces nouvelles résines dans lesquelles on peut mettre des pigments, transformer la couleur, etc. Exactement comme les gens qui font des planches de surf, des planches à voile. Hein. Donc ce qui l'intéresse, c'est de déformer cette chose, de donner aussi une forme qui est un petit peu informe, mais à la fois sur laquelle on peut s'asseoir, qui est aussi l'objet pour l'objet, déstructuré, et à la fois moins utilitaire, quoi. Et il y a toutes ces couleurs qui sont comme ça, mêlées, qui sont vraiment extrêmement étonnantes. Et là, je termine par ça. J'ai le souvenir d'un de mes voyages en Italie, d'avoir visité un imprimeur il était payé uniquement pour préparer des emballages. C'est-à-dire qu'en réalité, il avait des trains d'imprimerie, et sur ces trains d'imprimerie, il testait des pantones, il testait des matériaux, des pantones, des couleurs, pour des grandes industries. Par exemple, la fois où j'y étais, il était en train de refaire toutes les boîtes Barilla. Hein. Et Barilla, c'est un bleu mêlé de jaune, très particulier, si vous regardez les boîtes de Barilla. Ça veut dire qu'il faisait tester déjà chez des véritables imprimeurs qui faisaient des livres d'art, des objets, des choses, des emballages qui pouvaient ensuite servir pour faire donc des emballages. Et alors pourquoi je vous montre ça? Parce que Barilla a fait affaire à des graphistes et à des designers
pour refaire les farfalets, enfin toutes les modèles nature en fait de pâtes alimentaires qui ont été faits dans des moules. Donc on a fait appel au designer qui fait les meubles, qui fait les stylos, etc. pour refaire des pâtes. Je me souviens d'une publicité à la télévision où quelqu'un ouvrait un beau coffret, c'était comme un truc avec des bijoux, et dedans il y avait des pâtes. Et là, vous avez Pandora Design, en fait c'est des designers qui eux font des pâtes, mais des pâtes qui sont à la fois des fourchettes et des pâtes. C'est fantastique. Ça veut dire que là on revient sur cette idée, je dirais, de l'utilisation de l'objet, de jamais arrêter finalement l'objet dans sa fonction particulière d'objet. Voilà. J'ai oublié un certain nombre de ces graphistes. Je pense que je vous ai donné quand même une image assez complète quand même des graphistes et des designers. J'ai omis quand même un certain nombre d'affichistes, mais bon, je pense que vous avez déjà quand même une idée assez précise. Là, je vois ici un manche-disque. Il faut regarder les objets, hein, parce que les objets ont une âme, et que quand les objets sont bien faits, bien fabriqués, c'est vraiment quand l'art et l'industrie sont à ce point-là mêlés comme en Italie, on arrive à voir des choses absolument merveilleuses. Il y avait aussi des radios, il y avait aussi des télévisions, hein, il y a des télévisions absolument fantastiques que Bellini a fait, hein, où il y avait beaucoup de tripailles à l'intérieur de la télévision, donc il fallait arriver à faire tout ça. Nous en France on avait, comment ça s'appelait, Téléavia, qui faisait des télévisions bien rondes, qui étaient belles. Voilà. Et je pense qu'un objet, s'il vaut le même prix et s'il est beau, c'est pas mal. Voilà. Je suis désolé, il manque plein de choses. C'est un peu compliqué de le faire.